Allez, on est de retour dans Les Experts, il est 10h passé de 2 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business avec Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Ludovic de Sauté, directeur délégué de la rédaction de La Tribune, et Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School et présidente du think tank Génération Libre. Je voulais qu'on reparle un petit peu de Donald Trump qui s'en est pris assez violemment à l'Espagne. C'était hier, en sortie de l'OTAN. On a le son de Donald Trump, on l'écoute tout de suite. Je n'ai pas parlé à l'Espagne. L'Espagne est une cause perdue. D'ailleurs, nous ne voulons plus avoir aucune relation commerciale avec l'Espagne. Je voudrais que vous y mettiez fin. L'Espagne est un partenaire épouvantable au sein de l'OTAN. Elle ne participe pas, elle ne paie pas. Je ne veux plus rien avoir à faire avec l'Espagne. Cessez tout échange commercial avec eux, s'il vous plaît. En fin de compte, quand on prend un peu de recul par rapport à ce genre de déclaration, on constate que les relations entre les États-Unis et l'Espagne sont sur les plans social, culturel, économique et politique très positives, très positives. Bon, deux salles, deux ambiances là. Pardon Roland Gillet, mais on a d'un côté le président américain qui tense vertement l'Espagne, et puis de l'autre un Sanchez qui finalement tout fonctionne là. Comment on explique cette dissonance c'est pas la même ambiance. Mais de nouveau, vous savez à quel point je fais beaucoup de choses avec l'Espagne, et j'y étais encore, je vous le disais, la semaine dernière. Mais j'avais des entrepreneurs qui, eux, s'inquiétaient justement de la position de Pedro Sanchez en disant, est-ce que c'était bien le rôle d'un seul pays ? Allez, il y a ça, mais il ne l'a pas rajouté cette fois-ci, mais il leur a déjà dit 2 ou 3 fois de façon beaucoup plus ferme. Il est devenu le héros de l'anti-trumpiste en Europe. Mais regardez, le truc qui a fait le plus mal dans l'esprit Trump, c'est de ne pas laisser atterrir des avions sur deux bases en Espagne de l'OTAN, qui étaient normalement disponibles pour le faire. Il a pu atterrir ailleurs, hein, c'est pas le sujet, mais ça fait mal, puisqu'il a l'impression quand même, lui, quand il vient régler des problèmes dans le détroit d'Ormuz, qu'il le fait aussi pour les Européens, même si les Chinois sont tout aussi intéressés. Mais de voir maintenant, et c'est ça, moi je suis belge, je ne suis pas espagnol, mais j'écoute les Espagnols quand j'étais là-bas, et c'était des entrepreneurs, ils disaient, mais pourquoi a-t-il été se mêler de ça, si ce n'est pour se donner une ossature dans un moment où il semblerait qu'il va perdre les élections, international, de lutteur contre le plus fort. Hein. Vous avez vu que Donald Trump n'a aucun égard vis-à-vis de ce qui s'est passé, et d'autant plus, il part fragilisé, puisqu'il a déjà dit avant, en dehors de ce problème lié aux bases aériennes, c'est de dire moi je ne payerai pas, alors que les autres, au niveau de l'Europe, à un moment donné, ont tous dit, n'oublions pas quand même 2014. En 2014, on a tous signé, l'Espagne compris, qu'on devait arriver aux 2%. Donc de demander cet effort à tout le monde, y compris aux Espagnols, c'est un manque aussi de solidarité vis-à-vis des autres Européens, hein, que les choses soient claires. Et donc tout ça étant, le voilà embarqué dans un truc où il pensait que ça allait passer et que lui allait n'avoir que le bon côté. Sauf que vous voyez qu'il a été très blessé, Donald Trump, il n'aime pas ça du tout. Vous avez vu les propos qu'il tient. Quand il est là, je vois le sourire crispé pas du tout de Donald Trump, mais de Pedro Sanchez, qui est obligé de dire, parce que l'Espagne a envie d'entendre ça, non, c'est pas fini, on va rétablir. Mais pour le moment, ce qui menace l'Espagne, c'est plutôt de ne plus faire de commerce. On sait que Trump peut revenir vite en arrière, hein, mais en tous les cas, son coup de dire je le fais tout seul et je me fais le fort en Europe. Les Espagnols se disent maintenant, au début on trouvait ça peut-être un petit peu dans notre ego intéressant, maintenant ça devient quand même coûteux et il faut qu'il arrête, parce que maintenant le ton de Trump, c'est même plus parler de l'Europe. Vous avez vu ce qu'il a dit ici en sortant. Donc moi je pense qu'il faut faire très attention, et je peux vous dire que les Espagnols, aussi bien la population avec les gens à qui j'ai parlé, mais surtout des entreprises sont sur le volet, il faut arrêter ça. Surtout des entreprises il n'y en a pas beaucoup dans le sud où j'étais en Andalousie, mais quand même certaines qui échangent avec les États-Unis, où il y a déjà des tarifs, et où ils disent si on en rajoute déjà nous-mêmes, c'est pire, quoi. Non, mais en même temps, est-ce qu'on peut rompre comme ça les relations commerciales? Non, c'est quand même amender ce que dire. Honnêtement, quand on regarde les images, on se demande si c'est Luis de la Fuente, c'est-à-dire l'entraîneur de l'équipe d'Espagne. Enfin, on a l'impression qu'on parle de Coupe du Monde. Oui, tout à fait. C'est ce niveau-là. Donc ça, c'est la première remarque globale. C'est la journée qui veut ça, peut-être. Dans la deuxième chose, c'est que on sait avec Donald Trump, alors je ne sais pas quel jeu c'est, si c'est le jeu de la balle aux prisonniers, la chaise musicale et tout ça. Quasiment tous les leaders européens sont passés par cette seringue-là. Hein. Alors, Merz a eu son moment aussi au moment du détroit d'Ormuz, quand il a dit que Donald Trump était en train d'improviser. Meloni a eu sa séquence il n'y a pas très longtemps. Macron l'a eu il y a quelques mois. Enfin bon, Starmer, j'en parle même pas. Donc et in fine, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Pas
grand-chose. Oui. Donc, faut aussi relativiser ce qu'un Donald Trump, qui a une capacité quand même, en tant qu'amateur de MMA, de se regarder musclé dans un miroir, et la réalité des faits, et la réalité de ce qu'est le commerce mondial, que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas avec un joystick. Heureusement d'ailleurs. Heureusement depuis le bureau ovale. Et les Iraniens l'ont compris aussi. Donc, il avait déjà menacé l'Espagne d'ailleurs en 2025, Donald Trump, et puis rien ne s'était passé, de droits de douane exorbitants. Parce que je pense que c'est un piège, en fait, que Donald Trump, à chaque fois qu'il est dans ces réactions-là, est un piège. Je pense que fondamentalement, si on essaie de prendre de la hauteur, là c'est la séquence Sanchez-Trump, et demain, on ne sait pas j'allais dire qui va tomber dans la moulinette parce qu'il a osé lever le petit doigt et tout ça, dans un dialogue, peu importe ce qu'est Sanchez. Je pense que Donald Trump a une allergie profonde à ce qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est surtout ça qui il essaie de mettre des coups de boutoir et de faire du bilatéral. Ces attaques, un peu à chaque fois par pays, qui sont une façon de bypasser l'Europe à chaque fois, puisque c'est quand même des attaques au sein d'une économie. Ça veut dire quoi, dire on va arrêter l'économie avec l'Espagne? Ça veut dire l'Europe n'existe plus dans ma façon de penser le monde à chaque fois. Et c'est sûrement ça, le réveil européen qui doit être clair, c'est ne pas permettre cette fragmentation du dialogue, tant de la part de Sanchez que de Donald Trump, parce que ces coups de butoir à chaque fois vont dans le même sens, c'est-à-dire c'est créer quand même des visions un peu unilatérales, là où on attendrait notamment de Van der Leyen. Oui, mais Sanchez, il a introduit l'air. Ici, je voudrais quand même réagir sur le sujet. Oui. Ici, c'est pas, désolé, c'est pas Trump, là. C'est Sanchez qui a commencé. Mais les deux côtés, la fragmentation. Je veux juste dire ça, Ludovic. Je comprends ce que vous dites, et je suis aussi sur le côté, il ne faut pas non plus accepter tout le côté européen. Mais là, c'est aller vraiment, pour des raisons, à mon avis, de politique interne, étant donné les résultats électoraux, se donner une ossature internationale, où même tous les autres Européens ne l'ont pas trouvé solidaire. Parce qu'il y a deux choses importantes. C'est je ne paye pas. Imaginez que mon petit pays qui ne payait pas, il dit la même chose. Avec l'OTAN chez lui en plus, on paye notre contrepartie à cause d'un accord qu'on a signé tous en 2014. Donc ici, point. Lui, il décide tout seul de se désolidariser. C'est déjà pas, on peut dire, c'est pas terrible pour l'Union européenne. Après que l'Espagne ait été quand même le troisième contributeur quand même européen à l'OTAN, et que ses dépenses aient augmenté 5 fois plus que son PIB. Oui, mais néanmoins, par rapport à ce qui est demandé, il se désolidarise. Puis après, il fait un coup qui, à mon avis, ne sert pas à grand-chose puisqu'il s'est posé ailleurs, dans un conflit où il vient plutôt, en tous les cas, régler le traité d'Ormuz. On voit qu'il cherche à ce moment-là. Et donc, il obtient, à juste titre, si vous le provoquez, Trump, dans du Trump. Et donc, je dis ici, et c'est ce que je vous disais, autant on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, autant pour les entreprises espagnoles qui, eux, contrairement à la France, ont une visibilité avec tous les efforts qu'ils ont faits, en disant tout va bien. Il y a déjà les tarifs où ils ne savent rien faire, puisque ça, c'est une négociation au niveau de Bruxelles. Ce n'était pas nécessaire de rajouter ça. C'est surtout ça que je voulais dire. Est-ce que l'Espagne est dépendante c'est vraiment ça. Mais par contre, sur le reste, on l'a dit tout à l'heure, Trump, il est adroit ou pas adroit, mais en tous les cas, il négocie tout le temps. Mais ici, je trouve que c'était provoquer inutilement un problème dans un pays qui va, pour le coup, lui, très bien. Et qui a besoin des États-Unis ou pas? Alors les États-Unis sont le premier investisseur étranger en Espagne, ça c'est un premier point, mais inversement, parce que l'Espagne, qui est beaucoup plus connecté à l'Amérique latine, bien évidemment, a véritablement besoin des États-Unis. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on en a besoin et pas besoin? Ça, c'est en tous les cas, de mettre des entraves soi-même à un commerce qu'on voudrait international, c'est de toute façon mauvais. Alors si Trump l'aimait lui-même, ben là on ne sait rien faire puisque ça vient de lui, mais si nous, en plus, on s'amuse à rendre le sol glissant, il adore ça, il va tomber, puis il se redresse et il nous fout deux baffes. Donc voilà, c'est inutile. Donc c'est pas... Je trouvais que ce n'était pas judicieux. Et surtout, je vous disais, j'étais content de vous donner l'opinion des Espagnols quand même. Hein. Il est plus trop suivi. Chef d'entreprise espagnole. Et là, vous êtes d'accord, Nathalie Janson? Ah oui, non, mais voilà, c'est ce que je disais. Je pense que je ne comprends pas pourquoi il a eu envie de faire cette provocation. Il n'y avait pas besoin. Et effectivement, même du point de vue de l'idée de l'Europe, c'est pas. Je pense pas qu'il ait consulté ses homologues en disant tiens, je peux lui dire qu'en fait, moi, je veux plus payer. Non, je pense que ça n'a pas été ça. Donc, je pense que tout ça, c'est un peu beaucoup de bruit pour rien, et c'est dommage. Voilà, exactement. Là, il fait vraiment très politique. Et un bel exemple, c'est que vous n'avez pas vu de réaction européenne. Non, et d'ailleurs, personne s'est abstenu de... Les autres auraient pu dire, avec Mélanie, vous avez eu des réactions européennes. Sur Mélanie, ça c'est vrai. Je rejoins tout à fait ce que David a dit. Là, il aime bien titiller, mais tout l'Europe a dit, ça va, c'est bon. Ici, personne n'a bougé. Bah non. Bon.
Et suite aux prochains épisodes, les frappes, elles, pendant ce temps-là, augmentent. 90 cibles visées par les États-Unis en ce moment même en Iran. Allez, il nous reste un bon quart d'heure à passer ensemble. On va revenir en France pour parler d'un sujet récurrent dans le débat public et qu'on aime bien, c'est la fonction publique. Le gouvernement a confirmé hier le gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'en 2027. Ce qui évidemment a provoqué la colère des syndicats qui ont annoncé un mouvement de contestation fin septembre. Oui, mais seulement 1% d'augmentation générale, c'est 2,4 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Alors, est-ce qu'il faut cibler les fonctionnaires dans les économies, Nathalie Janson ? Le problème des fonctionnaires, oui, c'est une espèce d'arlésienne en France. Donc, ça fait. Est-ce qu'ils sont maltraités, nos fonctionnaires ? Maltraités, dans une certaine mesure, oui. Ils n'ont pas bénéficié de beaucoup, effectivement, d'augmentation de leur traitement. En même temps, il y a aussi dans certaines parties de l'administration, il y a peut-être aussi des problèmes de productivité. Donc, puisqu'en général, on lit. Vous êtes en train de nous dire que les fonctionnaires ne bossent pas ? Non, justement. Cette image caricaturale. Non, justement. Voilà, c'est justement tout le problème. Je pense que la fonction publique est diverse. Oui. Très mal. Voilà. Que la traiter près de tous 6 millions pareil. De personnes, c'est vrai qu'il y a évidemment. Que la traiter tous pareil, bien, c'est effectivement pas une bonne idée, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et qu'on voit bien qu'avec le temps, ça devient problématique. Et je pense même qu'il faudrait, effectivement, moi je fais partie de celles, mais c'est pas très surprenant puisque je suis d'obédience libérale, qui voudrait effectivement mettre un terme à la fonction publique telle qu'elle est aujourd'hui, dans ces termes, et d'avoir des contrats qui n'ont rien à voir, qui sont des contrats d'ailleurs plus courts, parce que je vois pas pourquoi vous seriez fonctionnaire à vie. Je pense que dans la vie, on peut avoir plusieurs carrières. Ce serait d'ailleurs tout le bien qu'on pourrait leur faire. Et surtout, justement, ça rapporte au sujet des salaires et du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on vous donnez la sécurité de l'emploi contre les salaires un peu inférieurs à ceux du privé. Et je pense aussi que ça pourrait bénéficier, on pourrait avoir, il faudrait mieux payer les fonctionnaires. Vous savez bien qu'un des pays qui est toujours donné en exemple pour avoir une fonction publique efficace, c'est Singapour. Et Singapour paie très bien ses fonctionnaires, puisque je veux dire, il n'y a rien de mystérieux. Il y a plein de littérature sur le marché du travail, le salaire d'efficience. On sait que si vous êtes correctement payé et heureux, vous travaillez d'autant mieux. Donc, je pense que, je ne suis pas en train de vous dire qu'effectivement c'est la meilleure. Il faut réformer les statuts du fonctionnaire, c'est clair. Il ne faut pas simplement adresser ce problème du point. Aujourd'hui, il part au plus pressé, c'est-à-dire qu'on a un problème budgétaire, donc on va encore les squeezer. Je ne pense pas qu'effectivement ce soit une bonne nouvelle, puisque squeezer davantage, ça donne des mécontents, ça ne favorise pas une fonction publique qui soit hyper engagée, et tout ça est bien dommage, et il faudrait effectivement surtout changer ce statut de fonction publique. C'est pas parce qu'on ne fait pas d'augmentation généralisée, Ludovic de Sauté, qu'il n'y aura pas d'augmentation non plus au sein de la fonction publique. On est d'accord. Autant. Mais alors là, je suis totalement d'accord avec Nathalie. C'est-à-dire, après, tout ça se joue évidemment à 10 mois d'une présidentielle. Et voilà, mais on est dans une mesure, on va dire, d'urgence, ni plus ni moins. C'est-à-dire que là, il s'agit d'aller chercher des poches, des milliards, comme on va chercher des poches de gaz de schiste, ni plus ni moins. Donc, mais l'éléphant dans la pièce est complètement mis de côté, c'est-à-dire, et si on réformait, c'est-à-dire si on met la réforme dans une vision noble, c'est-à-dire que tel que le défend Nathalie aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de fonction publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est repenser, je pense, une partie... Un contrat à plus court terme, par exemple. Et je pense qu'il y a une partie aujourd'hui des fonctionnaires... On a augmenté fortement les contractuels, même aussi la fonction publique. Il y a une partie des fonctionnaires qui, dans leurs tâches en tant que salariés, sont probablement malheureux, voient leur mission se dégrader, une perte de sens, peu importe. L'éducation nationale est un bon exemple, malheureusement, là où ce sont des missions assez essentielles dans un pays et dans une économie développée. Évidemment, et là, à nouveau, il y a peut-être l'excuse de la présidentielle, mais à nouveau, on prend le dossier à l'envers. C'est-à-dire qu'on a une vision comptable, là où il faudra avoir une vision, la capacité à s'asseoir avec les représentants, de façon très très large, dire comment on repart autrement. C'est vraiment ça. Et je pense, le pire... Emmanuel Macron avait essayé quand même lors de son premier mandat. Il avait mis 700 millions d'euros sur la table pour réformer la fonction publique.
Et je pense que le pire, ça a donné beaucoup de résultats. C'est que probablement de plus en plus en face, il y a cette volonté. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin. C'est-à-dire il y a une NAS. Après, je rajoute juste un point, c'est que là, on a un raisonnement un peu parisien et tout ça. Dans les collectivités territoriales, ont une énorme responsabilité dans le dossier aussi. Oui. C'est pas que l'État Paris une disparité. C'est pas que l'État Paris et Bercy. Loin s'en faut. C'est-à-dire que même si c'est même presque un dossier à prioriser, ça serait plutôt du côté des collectivités en la matière. Tout le monde n'est pas aux 35 heures encore. Et là-dessus, il y a la France. Tout à l'heure, on parlait de la dette. La France, au même titre que d'avoir la capacité à prendre le dossier de la dette, c'est un dossier fondamental et de réforme réelle. Est-ce que c'est un sujet qu'on a en Belgique aussi, Roland Gillet ? Bien sûr, partout. Avec les mêmes données, les mêmes sujets Non, pas tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont régionalisées, donc qui ne sont pas la même chose en Flandre, à Bruxelles qu'en Wallonie. Et donc clairement, mais on doit adresser aussi ce problème de la notion de fonctionnaire. Et déjà, même dans les universités, il y a les grandes écoles en France qui ne sont pas des fonctionnaires. Les gens ne sont pas des fonctionnaires. Moi, je suis fonctionnaire quand je suis en France, puisque je suis professeur à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. En Belgique, il y a des universités qui reçoivent de l'argent effectivement du public, mais qui sont gérées de façon indépendante. Il y en a d'autres qui sont clairement publiques. Donc, pour caractériser qui est fonctionnaire ou pas, il faut faire, je vais dire, une étude approfondie. Mais clairement, on a le problème également. Par contre, c'est toujours la même chose. Et ça, c'est ce que vous venez de dire et qui est un problème en France, mais qui l'est également en Espagne, puisqu'on parlait de l'Espagne tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on voit que ça dérape pour quelque raison que ce soit. Il y a le côté évidemment du coût, mais il y a aussi le côté de la productivité, il y a le côté sectoriel, il y a où certains endroits avant demandaient beaucoup de fonctionnaires parce que c'était nécessaire, aujourd'hui il en faut peut-être moins, il faut rééquilibrer, il faut rendre le système plus efficient et surtout plus motivant, parce que c'est vrai que c'est facile de dire les fonctionnaires, mais il y a beaucoup d'éléments qui font que le coût n'est pas toujours en adéquation avec ce qu'on en attend, mais ça demande une réforme de fond. On peut pas, et c'est pour ça quand on met tout le monde dans le même sac, on fait forcément un grand nombre de mécontents, parce qu'il y a quand même des gens qui font leur travail convenablement, et il y a d'autres personnes qui sont plutôt un peu, qui disent tant que ça tient, moi je suis plus ou moins protégé. Donc il faut vraiment une réforme de fond. Or pour le moment, c'est un peu comme la sécurité sociale, c'est un poste aussi qui handicape beaucoup la France. C'est tant qu'on n'ira pas vraiment poigner dedans en essayant de faire les choses convenablement, on fera des petites réformettes et qui ne satisferont ni l'un ni l'autre, quoi. On a des exemples de pays qui ont réformé leur fonction publique, enfin c'est installé depuis tellement longtemps. On imagine mal donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de dire on arrête le métier à vie, on met des incentives, des primes à la performance, les meilleurs seront rétribués, les moins bons un peu moins. Déjà, donc, Singapour, c'est connu pour effectivement avoir une administration qui est bien payée. Je pense que un pays comme l'Estonie, sans doute, a dû procéder. Alors, effectivement, je ne connais pas, mais je sais que ils sont excellents en termes de numérique. Exactement. C'est l'Estonie, comme on dit. Exactement. Déjà, je pense que dans les départs de la fonction publique et le repenser de la fonction publique, il y a toute cette partie de e-administration qui, quand même, je pense pas, à l'heure où on est aujourd'hui et on est bon ou pas là-dessus, nous, en France? Pour le moment, on a des poches qui sont... On a un problème de fuite de données, quand même, qui est quand même un problème, pour que ça marche bien. Si vous voulez, le problème, c'est que si on démontre que lorsqu'on le fait, ça donne... Si ça part à Pékin ou aux États-Unis, c'est pas très, très engageant non plus. Mais néanmoins, on pourrait... On a appris quand même cette semaine dans un papier des Échos, et on avait Dorothée Rouzet, la chef économiste du Trésor hier, que l'administration française était en train de tester des modèles d'IA, des modèles chinois, mais puisqu'ils sont en open source, on peut les sécuriser à l'intérieur d'un système fermé au sein de l'administration, système qui n'a pas été retenu au Trésor d'ailleurs parce qu'il y avait des biais, les réponses étaient un peu... était planificateur. Voilà. Donc ils l'ont écarté, mais l'administration française est bien en train de tester aussi des IA. Mais bien sûr, non, il y a des administrations qui l'ont déjà. De toute façon, le service des impôts est plutôt assez efficace de ce côté-là. Mais effectivement, le sujet peut être adressé, parce que ça veut dire que certaines tâches qui ne sont plus très intéressantes pourraient être déléguées effectivement à de l'intelligence artificielle. Il y a des choses où aussi on peut utiliser la blockchain pour conserver l'information.
formation. Enfin, il y a beaucoup de créativité qu'on pourrait utiliser, et donc on voit bien qu'il y a des fonctionnaires qu'on pourrait ne pas remplacer. C'est-à-dire que là, voilà, c'est simplement... Oui, c'est le moment où toute une génération... Exactement, c'est-à-dire qu'on assure une qualité de service public, parce que c'est très important. Et il faut pas... Enfin, voilà, moi, je vous pose pas... Je veux pas la fin du service public, mais effectivement, tout ce qu'on veut, c'est que le service public soit, en termes de qualité, à la hauteur. Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on peut effectivement continuer d'assurer une certaine qualité en ayant quand même moins de fonctionnaires, et des fonctionnaires plus, qui ont un travail plus valorisé. Eh oui. Le MEDEF propose 100 000 suppressions de postes. Et à ce moment-là, même mieux payé. Et mieux payé. Bien sûr. Alors, enfin, totalement d'accord avec Nathalie. S'il y a des exemples, parce que Singapour est un petit peu exotique, on va dire. Exactement. C'est pas tout à fait le modèle français, culturellement. Non, mais les Pays-Bas sont des bons exemples, parce que finalement, ils ont la chance d'avoir eu la feuille blanche récemment. Et du coup, de plus faire un saut de grenouille et d'aller directement vers le plus moderne. Après, je pense que le débat, il ne faut pas l'enfermer dans une division administrative, parce que bon, après, il y a des succès, il y a Bercy. Quand on regarde le système d'imposition aujourd'hui, il a fait sa révolution en 10-15 ans. Enfin, et ça marche. Le prélèvement à la source, tout le monde, depuis 50 ans, disait que ça allait tout faire sauter, et ça a très bien fonctionné. Après, on trouvera toujours des failles, mais comme on trouve des failles dans n'importe quel service, y compris dans une entreprise privée. Vraiment, l'impôt sur le revenu, c'est 99, quelque chose %. Hein. Moi, je pense que la question n'est pas tant sur le traitement administratif aujourd'hui, et s'il faut prendre ce dossier de la fonction publique, c'est davantage sur les métiers de contact, parce que c'est là où il y a une perception de la part du citoyen de la valeur ajoutée. Et les métiers de contact, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité, c'est la justice et tout ça. C'est des métiers où, à un moment ou à un autre dans la vie, pour des raisons positives ou négatives, on se retrouve en tant que citoyen en interaction là avec de l'humain, parfois dans des circonstances qui sont plus ou moins agréables. Et c'est là où la perception réelle de la valeur, elle se fera pas honnêtement sur le fait qu'il y a une mise à jour de l'appli impôt.gouv, parce que ça, aujourd'hui, je pense que c'est plus perçu. Oui, on estime que c'est naturel. C'est naturel. Et tout le monde fait des mises à jour. Et ils ont changé de code couleur. Oh, c'est mieux, ça. Je clique et tout ça. Non, la perception, elle est devenue nulle. Je pense que la perception aujourd'hui, c'est dans la vie quotidienne. Et c'est là où la grande réforme à penser, surtout dans une population qui vieillit, surtout dans une population qui va avoir le nombre d'étudiants et d'écoliers diminuer, et ça va demander à repenser des choses, parce que sinon on va laisser un système hypertrophié par rapport à une réalité et tout ça. Sur la santé, sur lequel il y a des enjeux fondamentaux, on le voit, enfin, la santé est un secteur qui souffre. C'est là où il faut prioriser, parce que je pense qu'on peut recréer une noblesse et une perception de la valeur dans ces notions de contact. Et ça, c'est un magnifique chantier. Ah oui, le MEDEF propose 100 000 suppressions de postes. Je rappelle qu'on a 5,6 ou 5,8 millions de fonctionnaires en France. 100 000 postes supprimés, c'est ce que propose aussi Gabriel Attal, c'est ce que propose Édouard Philippe de mémoire. Ils ont eu la même personne qui leur a fait les prévisions. Sans doute. C'est possible. C'est un chiffre rond, disons. Oui, c'est un chiffre indicatif. François Fillon, c'était 500 000. Oui, c'était beaucoup plus. Il faut s'en souvenir. Bon, c'est un chiffre politique, sans doute, mais peut-être que ça correspond au flux. C'est une conception économique pertinente. Ce chiffre. Honnêtement, je ne pourrais pas dire si elle est pertinente ou pas. Est-ce que ça rejoint des flux naturels de départ, ce qui fait qu'en fait ça n'engage rien, c'est possible aussi. Et le nombre, je veux dire, c'est toujours pareil, on n'augmente pas les salaires, point. Bon. On dit on en supprime 100 000. Mais si on le fait sans avoir fait vraiment une étude au cas par cas, j'entends, au moins secteur par secteur, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est de rendre le système plus efficient, avec des gens plus motivés, et peut-être à ce moment-là, mieux payés, et d'orienter les autres, évidemment. Le but n'est pas de créer une catastrophe sociale. Mais par contre, aller balancer... C'est vrai qu'on n'en parle jamais. C'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'on maltraite notre fonction publique aussi? Ces gens-là sont au service du public normalement. Et on ne parle que, on va vous serrer la vis, gel du point de vue, on va supprimer des postes. Ce ne sont pas les messages les plus positifs. Non, bien sûr. Mais par contre, aussi de l'autre côté, dans mon pays comme dans d'autres, et je sais que c'est vrai aussi en France, c'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on doit refuser toute évaluation. Exactement. Moi, j'ai été à la fois dans des grandes écoles, il y avait des évaluations. Et par les étudiants. Dans mon pays, même à l'Université libre de Bruxelles, moi je trouve ça génial, les étudiants qui sont quand même les consommateurs évaluent leurs professeurs. Et qu'après, il y a une discussion sur la qualité ou bien de la pédagogie ou bien de la recherche, je trouve ça tout à fait normal. Quand on fait son travail convenablement, on n'est pas gêné d'avoir une évaluation. L'évaluation n'est pas nécessairement mauvaise, d'autant plus quand elle est bonne. S'il y a en plus, entre guillemets, la carotte de l'autre côté, que ce soit en termes de progression... C'est jouer dans les deux sens. Mais ce que dit Roland, j'aime pas un peu ces chiffres valises.
Parce que je pense que la bonne réflexion, ça serait peut-être, peu importe le chiffre, je m'en dirais un 100 000, mais en même temps, peut-être qu'à d'autres endroits, à l'inverse, il faut en prendre 40 000. En fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que là, c'est une enveloppe globale. On sait qu'on va avoir un choc démographique à gérer, donc il va y avoir des efforts de la nation à faire dans certains domaines pour accompagner ce vieillissement de la population. Donc c'est là où on a une vision qui est simplificatrice et honnêtement, on a des acteurs politiques coupables dans la façon de faire. Et vous pouvez décourager à la fin ceux qui font leur travail convenablement. Imaginez celui qu'on dit on ne l'augmente pas parce qu'on a dit qu'à tout le monde c'était comme ça. Et celui qui se trouve largement au-dessus de la moyenne, lui, il trouve ça tout à fait injuste. De toute façon, c'est pas parce qu'il n'est pas solidaire, c'est parce que c'est injuste. C'est toute la difficulté de la gestion de la fonction publique. Et c'est vrai que, par exemple, dans les écoles, c'est terrible. Donc, dans la gestion de l'école, à la fois primaire, secondaire, université, c'est encore un autre régime. Mais c'est vrai que c'est terrible et ça n'attire pas les vocations. Mais on peut aussi... la question de l'attractivité. Voilà, exactement. Et il faut aussi se dire qu'on peut peut-être aussi envisager d'avoir de la mise en concurrence de différents... d'entreprises privées qui pourraient assumer des missions de service public. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un gros mot en France, mais néanmoins, c'est des choses qui peuvent se concevoir, qu'en fait, on peut assurer service public de façon différente. Bon. Une autre fonction publique est possible. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Nathalie Janson, Ludovic de Sauté et Roland Gillet pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes. Tout de suite, c'est BFM Entreprise spéciale croissance animée par Sandra Gandroin. Quant à nous, on se retrouve même heure, même endroit, 9h30, 10h30 en direct sur BFM Business pour la dernière de la saison. Ne la ratez pas. Ce sera l'occasion de se dire au revoir, un bel été. Très bonne journée à tous, à demain.